Donc, si vous le voulez bien, on va reprendre nos travaux pour cette dernière partie de la matinée. Alors qu'il me soit permis tout d'abord de remercier donc les participants à la table ronde numéro 2 qui ont livré un panorama assez complet, me semble-t-il, de toutes les attentes qui étaient celles des professionnels, des praticiens sur les questions justement d'accompagnement des personnes qui ont des conduites addictives. Et ça met, je ne vous le cache pas, une certaine pression à la table ronde numéro 3 que nous constituons pour essayer, dans la mesure du possible, d'apporter des éléments de réponse ou en tout cas des éléments ou clarifier, porter peut-être des interrogations en essayant de formuler des propositions d'évolution, peut-être des dispositifs réglementaires législatifs. C'est également peut-être l'occasion de répondre en partie à ces attentes en illustrant avec des expérimentations qui ont pu être menées ou des initiatives intéressantes. Et naturellement, si nous ne répondons pas à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser, on essaiera évidemment d'échanger en fin de matinée sur toutes les questions qui restent sans réponse. En tout état de cause, l'issue de la table ronde numéro 2 laisse à penser que le temps du droit n'est pas celui des praticiens. Alors j'entendais Renaud Colson nous expliquer ce matin qu'il fallait être patient, que c'était pour demain. Alors ça fait un petit moment qu'on nous dit que c'est pour demain. En tout état de cause, en attendant que la réduction des risques trouve pleinement sa place en droit français, et même d'ailleurs dans les législations de la zone océan Indien, les praticiens sont dans une zone de flou. Un truc, on ne sait pas trop comment le prendre en charge. Alors le flou a du bon si ça permet d'aller vers des solutions optimales. Le flou a aussi du mauvais s'il se réduit finalement à se renvoyer un peu la balle en l'espèce étant la personne qui a besoin d'une prise en charge. On ne sait plus trop si elle relève du droit, si elle relève de la médecine au sens très large. En tout état de cause, effectivement, il y a sans doute une certaine inadaptation de l'évolution, du temps de l'évolution du droit par rapport à celle des attentes des praticiens. Inadaptation également qu'on a pu saisir au travers justement de la définition des stupéfiants, en tout cas telle qu'on l'a, et qui interroge sur de nouvelles pratiques qui ont toujours un temps d'avance un petit peu sur le législateur, notamment les questions de la chimique, etc. Et puis des risques évidents, des risques autour de qualification, de pratiques, de praticiens, de complicité ou en tout cas des possibilités de mobiliser des qualifications pénales sur l'accompagnement qu'ils sont bien obligés de faire au quotidien, contre le droit, le cas échéant. Ce sera peut-être aussi l'occasion de revenir sur peut-être des idées reçues qu'il faudrait discuter ensemble. On a entendu parler hier, et on en a reparlé ce matin, de cette notion, par exemple, qui est le secret professionnel. Le droit a du secret professionnel une conception sans doute beaucoup plus adaptée aujourd'hui que ce que l'on a communément dans nos esprits. Je pense que la notion de secret professionnel, qui vire souvent aujourd'hui au secret partagé au sein d'une équipe, et qui peut être évidemment surpassé dans les cas de besoin, mériterait peut-être d'être interrogée plus en amont. Sans plus tarder, je me permets de passer la parole pour approfondir la question peut-être des bonnes pratiques associatives qui sont à partager, à accompagner. Je me permets de passer la parole donc à Patrice Emery, peut-être, et puis ensuite à Timothée et Laure qui nous présenteront un dispositif en matière de réduction des risques qui peut être intéressant à mettre en lumière pour être mieux accompagné demain. Merci. Je vais vous parler de projets d'expérimentation en addictologie. Sur les généralités déjà, je vais vous parler du contexte réunionnais et puis à nouveau de réduction des risques et de l'ALVR, diapo suivante. Donc la Réunion fait partie effectivement de la zone océan Indien, située à quelques heures de vol de Maurice, de Rodrigue, des Comores et Mayotte, de Madagascar et des Seychelles. La Réunion est également une zone ultra-périphérique de la communauté européenne et constitue un DROM, département français d'outre-mer et également région d'outre-mer. La Réunion dispose donc des mêmes lois et des mêmes dispositifs d'accueil et de soins que la métropole concernant les addictions et l'addictologie. Donc il y a un CARUD porté par l'association Réseau OT, 5 XAPA, 4 de l'association AMPA et 1 pour le Réseau OT, 4 services hospitaliers d'addictologie, Saint-Denis, Saint-Pierre, GHER de Saint-Benoît, GM avec l'ELSA et consultation externe à Saint-Paul, une clinique privée, Institut Robert Debré, un réseau régional d'addictologie porté par Saomé, la plateforme d'échange d'informations sur les drogues et dépendances portée également par Saomé, représentée par Alice aujourd'hui, et les soignants du premier recours ou de première ligne, médecins généralistes, pharmaciens, infirmières, masseurs, kinésithérapeutes, orthophonistes, sages-femmes,
Chirurgien dentiste. La Réunion présente des particularités concernant les drogues, on l'a vu. Prédominance alcool-zamal, celles qui tuent le plus, avec 2 morts par jour en général. Importance du cannabis et des médicaments détournés de l'usage, souvent dans un contexte de polyconsommation. Moins de problèmes liés à la cocaïne et l'héroïne, mais facilité d'accès par le darknet aux nouvelles drogues de synthèse, catinone et cannabinoïdes. La Réunion, même si c'est un peu moins vrai maintenant, présente un léger décalage concernant l'accès aux produits. Peut-être donc une anticipation possible sur l'expérimentation, notamment au niveau de la métropole. Par ailleurs, le monde de la dictologie à La Réunion est petit et tout le monde se connaît et peut travailler ensemble. Cela nous permettrait peut-être d'être un laboratoire d'expérimentation en matière d'addictologie. Alors je vais vous parler de la réduction des risques. Les projets d'expérimentation que je vous propose peuvent s'articuler donc vers ces 2 axes. La RDRD, réduction des risques et des dommages, et l'ALEVER. La réduction des risques, on l'a vu, c'est une démarche de santé publique qui s'adresse spécifiquement aux consommateurs de drogue et à leurs proches, qui a pour ambition de promouvoir la santé, le bien-être, la dignité et la citoyenneté des consommateurs. En pratique, c'est renoncer à l'utopie et aux croyances dangereuses ou tout au moins contre-productives d'une société sans drogue. C'est l'écoute des demandes, proposer une aide, un accompagnement médical, psychologique et social, penser globalement au niveau social, médical, psychologique et au niveau délinquance également, proposer un autre regard, sans jugement moral, sans tyrannie de l'idéal, et prendre en charge et accompagner le patient où il en est, en le positionnant comme acteur de sa santé. L'ALEVER se situe en amont de la demande. C'est réfléchir à une double évolution des réponses aux addictions, celle qui assume d'aller dans les écarts à la rencontre des, entre guillemets, invisibles, sur les lieux de consommation, les lieux de trafic, les milieux festifs vers les usagers, qui sont parfois enfermés dans leur précarité, découragés par de successives et vaines tentatives, ou ne se reconnaissant pas dans le modèle de la maladie. Celle qui propose un autre chemin pour donner à l'usager une place active, réinventer de nouvelles rencontres ou liens allant de la réduction des risques à l'intervention précoce, de l'insertion à l'éducation et à l'autosupport. Aller vers, c'est aussi un choix politique pour répondre aux exigences d'une société qui parfois abandonne son rôle régulateur et pousse l'extrême, on l'a vu ce matin, l'extrême du paradoxe de promouvoir ce que dans le même temps elle réprime. Aller vers implique une modification des pratiques et une évolution des dispositifs au plus près des populations, les bus mobiles, les réseaux, les microstructures, les groupes autosupport, etc., mais aussi une évolution des publics, y compris sur le versant pénal. Diapo suivante. Donc les différents projets, je vais vous parler des projets en cours, dispositif expérimental dit Artan, et les pistes pour un projet réseau addictologie océan Indien, et le projet festif, qui sera développé par Laure et Tim ensuite. Donc ensuite, il y a les projets en réflexion, dont je vais vous parler tout de suite, on en a un peu parlé hier également. Création d'associations d'usagers, difficulté de témoigner sans être stigmatisé sur un petit territoire. La plupart des patients insérés socialement et toujours consommateurs ne souhaitent pas revenir en public, notamment sur leur passé douloureux. Donc j'évoque ça, c'est à la suite de ce colloque. On avait évoqué la possible venue d'un ancien patient, enfin d'un ancien consommateur toujours patient, mais on était un peu frileux quant à la stigmatisation et puis ce qui pourrait ressortir pour lui de négatif à la suite de ces interventions, quoi. Ensuite, les dispositifs de veille de l'OFDT, Trent et Synthèse, dont on a parlé hier avec Ivana, et je pense que, enfin j'espère ça va se remettre en place, enfin on va pas lâcher ici à La Réunion, quoi. Et projet santé justice, qui pourrait être, c'est une idée, un espoir de construire, après avoir croisé nos regards, un projet qui aille plus loin, alliant sécurité et santé publique. Donc d'abord, proposition de dispositif expérimental d'encadrement de la prescription hors AMM de trihexyphénidyl THP Artan Parkinan de La Réunion, c'est ce qu'on appelle le projet Artan. Donc contexte et problème. L'usage de l'Artan à La Réunion date des années 70 et constitue une particularité sur le territoire français par son ampleur et son importance croissante. La première alerte date d'il y a 30 ans dans un article écrit par le Dr G en 1988, président de l'AMPA à l'époque. Certains patients, estimés à quelques centaines quand même, présentent une maladie addictive, parfois sévère, et ne peuvent contrôler leur propre usage. L'Artan est un des rares psychotropes n'ayant aucune réglementation particulière.
qui est disponible sur ordonnance simple selon la réglementation du Code de la santé publique. Les pratiques d'accompagnement de ces patients, qui sont souvent stigmatisés, les patients, sont très hétérogènes, aussi bien en ville qu'en milieu spécialisé en addictologie notamment. Certains praticiens et pharmaciens refusent toute prescription ou délivrance, d'autres prescrivent, délivrent sans précaution ni suivi particulier. Certains patients bénéficient de contrats de soins et d'un suivi rapproché, mais là encore spécifique à chaque lieu d'accompagnement. L'objectif, c'est dans un souci de RDRD, la société réunionnaise, les professionnels de santé et de sécurisation des parcours de soins ont constitué un groupe de travail qui réunissait des professionnels de santé et ont proposé un dispositif expérimental de prescription hors AMM, réglementé et encadré d'Artan, d'une durée minimale de 4 ans. Les résultats attendus, l'amélioration de l'accès aux soins, l'amélioration globale de la santé selon l'OMS, donc addicto, somatique, psychologique, social, relationnel, sexuel et judiciaire, et le bien-être en général, l'harmonisation des pratiques, avec l'apport d'une cohérence dans les accompagnements afin d'améliorer et de sécuriser le parcours des soins, la diminution du nomadisme médical et pharmaceutique, et la baisse du trafic en faisant baisser donc la demande illégale et le nomadisme, et la démonstration de la faisabilité d'un tel dispositif et son acceptabilité par les soignants, les patients et les partenaires. Donc la proposition, c'est sur une population cible, avec bilan global médical, avec plein de choses, dosage sanguin, carnet de suivi, déclaration d'addictovigilance, etc., avec une répartition équilibrée sur le territoire réunionnais et un lien régulier avec les institutions concernées. Parallèlement à ces projets, il y a l'étude clinique descriptive des usagers dépendants au THP qui a été réalisée par le docteur Gaëtan Thomas Bouil-Brotteau, psychiatre, sous l'égide du docteur Auriacombe et à la Réunion docteur Mété. Il y a l'étude socio-anthropologique en projet qui pourrait être réalisée par le docteur Emmanuel Souffrin, dont il nous a un peu parlé hier. En conclusion de l'Artan, on a l'aval, donc on va arriver dans un paradoxe, l'aval au niveau local et national, préfecture, ARS, Conseil de l'ordre, Conseil des pharmaciens, CGSS, service médical, tout le monde était d'accord pour envoyer ce projet à la DGS. Au niveau national, MILDECA, c'était à la demande, je vous rappelle, de Madame Jourdain-Ménager, l'ancienne présidente de la MILDECA. Commission T2RA, dirigée par le Dr Lowenstein et consultative de la DGS. Donc c'est l'année dernière, il y a plus d'1 an, où on a fait la demande, où on a eu l'aval positif donc, de la T2RA. Et l'adaptation de la particularité locale, le phénomène Artan est un problème de santé publique réunionnais et sûrement au niveau de l'océan Indien également. Maurice et Mada notamment. C'est un projet issu du terrain à la demande d'addictologues préoccupés par ces patients. Il s'agit d'une demande, je l'avais dit, de la MILDECA. Les difficultés actuelles, c'est que depuis 1 an, pas de réponse de la DGS, donc ou alors des réponses mais un peu politique de l'autruche. On a reçu il y a 3 jours, dans le cadre d'un projet FIR, demandé à l'ARS Océan Indien un refus de ce projet, parce qu'eux, ils attendent l'aval de la DGS, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et si vous voulez, on passe de la politique de réduction des risques à la politique plutôt de l'autruche, je dirais. Hein. Donc, difficulté également par méconnaissance pour les professionnels de santé et autres, notamment justice non associés. Il y a les récentes affaires Artan, dont j'avais parlé tout à l'heure, avec beaucoup de maladresse et perte de suivi de patients, notamment, je parle d'un pharmacien qui pris dans ses affaires, a refusé de suivre maintenant une file active de 15 patients dans sa pharmacie, donc qui se retrouve un peu perdu et qui repartent vers le marché noir. Bravo. Il s'agit pourtant d'un projet de santé publique qui allie RDRDR et Aller Vert et qui pourrait évoluer même, je pense, vers une modélisation possible pour d'autres médicaments détournés de l'usage dont on a parlé ou on reparlera aujourd'hui. Projet festif, donc là je laisserai après nos amis Madame Benita et Balistreri en parler. Ensuite, piste pour un projet réseau addicto, contexte océan Indien. Donc situation géographique, multiculturalité, circulation entre les îles des humains, du commerce et des drogues évidemment. Volonté de prévention, on l'a vu avec nos amis de l'océan Indien. Volonté de prévention de la population et d'accompagnement des personnes addictes. Différence, c'est des pays différents, c'est la palissade, mais Seychelles, Maurice, Madagascar, France, je parle de la Réunion et Mayotte, Comores, avec des législations différentes, des problématiques différentes
on l'a vu tout à l'heure, chimiques, opiacés, VIH, VHC, cannabis, médicaments détournés d'usage, et accompagnement et dispositifs différents. Donc comment construire ensemble? On n'a pas la réponse, on est en train d'essayer de trouver. Donc identifier des intervenants investis en addictologie dans la santé de la population. Maurice, donc docteur Pounam Bissessure, Madame Joëlle Rabot, qui est mauricienne actuellement en Écosse, et bon anniversaire, c'est aujourd'hui. Donc l'association CUT, comité urgence toxico-sida, et l'association PILS peut-être. Mayotte, la RSOI, Dr Ali, et peut-être le réseau OT avec les formateurs Jean-François Gignard et Jacques Navon. Seychelles, on va rencontrer aujourd'hui Monsieur Dodin. Je pense aussi à mon collègue associé Dr Sherwin, Kenneth. Madagascar, Dr Rabé, etc. Donc quel rôle? Association, ONG, on n'a pas les réponses. La place de Saomé là-dedans. En pratique, l'état des lieux, un état des lieux, échange d'expériences, mise en place de e-forum, formation, le DU addictologie notamment le e-learning, dont on a parlé avec David. Table ronde, alors c'est super table ronde e-congrès 2018 où il y aura une table ronde spécifique océan Indien. Et les colloques comme celui-ci, c'est le deuxième, après le 2016, et ça serait chouette que ça continue, et ça serait encore plus chouette que ça soit dans une des îles de l'océan Indien autre que la Réunion. Voilà, je vous remercie, et je laisse la place à mes deux collègues et amis. Merci. Donc après ce rappel sur le protocole Artan en attente donc de déblocage et cette piste du réseau Addicto OI qui, à mon sens, présenterait quand même le caractère peut-être un petit peu déceptif de ne peut-être pas associer suffisamment les juristes, mais vous comprenez que c'est ma chapelle qui parle. Je cède immédiatement la parole donc à Laure et à qui je demande de bien vouloir m'excuser pour la coquille sur son nom, et à Timothée pour nous présenter leur expérimentation donc en matière de le mouvement des friperies festifs. Excusez-nous, on a des soucis techniques. Bon, excusez-nous, normalement on a un super diaporama avec des vidéos, des photos et tout plein de belles choses à dire. Et ben en fait je vais commencer à vous les dire comme ça. Donc moi je suis Laure Benita, je travaille pour le CARUD du réseau OT à Saint-Paul, je suis intervenante de rue en addictologie. Et ben, je vous présente du coup mon collègue qui s'occupe de la technique, donc Timothée Balistrerie, qui est aussi intervenant de rue en addictologie et éducateur spécialisé de formation au CARUD. Ok, donc, ce qu'on vous présente, c'est un compte-rendu d'expérimentation d'un projet qu'on a appelé la réduction des risques en milieu festif. Alors, du coup, on s'était dit peut-être un poil de terminologie, histoire de mettre en jambe le diaporama. Donc, la fête, la dénomination donc de la fête à la base d'une fête, c'est quoi? C'est un événement où on se divertit, qu'on organise pour célébrer un truc. Et ben la teuf, en fait, le truc qu'on célèbre, c'est l'événement en lui-même. On célèbre pas un anniversaire, on célèbre pas Noël ou le solstice de je sais pas quoi. Juste on célèbre la musique et en fait un peu plus que ça, on célèbre aussi tout un courant de pensée, toute une philosophie de vie. C'est pas juste une soirée où on va sauter partout. Il y a pas mal de choses derrière et on a une vidéo qui en parle très très bien. Donc je vais la laisser parler. Moi je vais juste faire un petit point sur rave party, free party. On utilise les deux dénominations un peu n'importe comment. Et donc en fait, il s'avère que c'est pas tout à fait la même chose. La rave party tend à être de plus en plus légalisée, payante, organisée sous forme de concerts, etc. Donc avec des préventes, des ouvertures au public, des salles louées, etc. Alors que la free party, même si on est sur la même musique et qu'on y retrouve le même public, on est quand même plus dans quelque chose donc qui se revendique gratuit, libre et donc du coup par définition clandestine. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Sans
le mouvement des Free Parties serait resté confiné aux campagnes anglaises. Au début des... Excusez-nous. Le mouvement des Free Parties serait resté confiné aux campagnes anglaises. Au début des années 80. C'est bon? Ok. Bon, et ben on avait des extraits vidéo, et ben vous les verrez pas. Ok, très bien. Donc sur cette vidéo, il s'agissait de quoi? Il s'agissait juste en fait de faire parler des participants au Free Party, et puis il y avait aussi certains professionnels et notamment une psychanalyste qui expliquait en fait que ce qui est attirant dans le concept de la Free Party du mouvement techno, c'est à la fois l'esprit en lui-même de se sentir dans un espace-temps donné, libre, de s'investir dans la musique à fond, de vivre un peu dans toutes sortes d'excès, avec un début et une fin, et puis de retrouver des sensations un peu primitives. On parle de la musique techno comme imitant les battements du cœur. On parle aussi de se salir. Voilà, on est dans la boue, au milieu de nulle part, dans un champ, et puis voilà, ben on se salit, ça fait partie du jeu. Et donc de toutes ces choses-là qui font partie de ce qui attire en fait les gens en soirée teuf. Voilà, donc pourquoi intervenir en milieu festif? Parce que c'est un principe de réalité, ça existe. Donc dans les soirées légales, il y a des autorisations données et donc on a un droit d'entrée à demander. Pour ce qui est de l'illégal, il faut juste partir du principe qu'il y en a et juste aller à la rencontre des gens pour expliquer quel est l'intérêt pour nous d'être présents. Donc, on est présent parce qu'il y a des consommations de substances psychoactives. C'est une réalité, on a pu l'observer, on a pu en discuter, puis c'est revendiqué de toute façon. Dans les vidéos qu'on aurait dû voir, il y avait une personne qui témoignait de ce qu'on appelle la zone autonome temporaire. La zone autonome temporaire, c'est dire qu'en gros, on met une parenthèse dans le monde pendant un temps donné et voilà, et il y a plus rien qui rentre. Il y a pas de police, il y a pas de vigile, c'est de l'autorégulation pure et simple entre les pairs avec des règles que eux se sont fixées. Et donc l'objectif, c'est d'intervenir là-dedans pour proposer d'apporter des choses en plus. Il ne s'agit pas de changer le système, ni la façon de faire, ni on ne va pas porter de jugement sur ce que les gens ont décidé de vivre dans ces moments-là, mais par contre, on va essayer de leur apporter en plus. Et notamment en termes du coup d'information et de réduction des risques, et puis même des petits outils. Parce qu'effectivement, on peut observer, et puis eux le témoignent aussi, que la concentration du monde, la concentration des consommations, et puis cette parenthèse dans le quotidien pour vivre un peu différentes expériences et notamment dans l'excès, ça majore les risques sur la santé. Donc qui on est pour intervenir? On est une association qui s'appelle le Réseau OT de loi 1901 qui gère 2 établissements et un service de prévention, 2 établissements médico-sociaux et un service de prévention. Nous, l'objectif c'est d'être au plus près des usagers de drogue pour leur proposer un accès aux droits, un accès aux soins, un discours de réduction des risques et les accompagner au mieux de ce qu'ils le souhaitent dans un projet de mieux-être de manière globale. Alors, oui. Ok, donc
Du coup, la philosophie de l'association de manière générale, donc c'est qu'on se base sur le fait que accompagner les personnes toxicomanes, c'est se situer à plusieurs frontières, la santé, la maladie, le plaisir, la souffrance, l'insertion, l'exclusion. Et du coup, on a besoin pour ça d'être plusieurs compétences, plusieurs corps de métier pour que chacun ait son prisme et sa vision des choses et que tous ensemble on puisse accompagner la personne dans sa globalité et puis prendre en compte toute sa problématique et les périphériques qui vont avec. Du coup, on a parlé tout à l'heure avec Patrice de l'aller vers, donc proposer un véritable accueil et aller au-devant des personnes qui finalement ne vont plus vers rien. Proposer un vrai discours qui permette à la personne de prendre des informations pour faire des choix plus éclairés. Et puis faciliter bien sûr l'accès aux droits, aux soins et un discours de réduction des risques. En milieu festif, l'objectif c'était d'aller élargir un peu l'éventail de nos propositions. On est dans la rue, on est dans l'ouest, dans le nord, dans le sud. On propose de la réduction des risques, de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, du soin, de la formation. Mais ce public-là, celui qui va en teuf, il n'est pas forcément accessible parce que on va dire qu'il y a un contexte particulier, la personne elle vient là, il y a un début, il y a une fin, une soirée dans laquelle il va vivre plein de choses, et puis après il y a le retour à la réalité pour pas mal de gens. Ils ont un boulot, ils ont une vie de famille, ils sont totalement insérés, et donc ils sont à distance des dispositifs d'aller vers qu'on propose, notamment dans la rue par exemple, où nous on est avec Timothée, où on voit des gens qui sont déjà désinsérés socialement, etc., et qui sont à notre portée. Donc l'idée, c'était d'aller amener l'information, d'aller amener le discours de réduction des risques jusqu'à des lieux de consommation où il n'existe pas encore forcément tout ça. Qu'est-ce que je veux dire ? On peut aussi parler du fait qu'on va aller, dans ces milieux-là, avec les usagers de drogues actives qu'on rencontre, les personnes, comme vous et moi, parce qu'au final on est tous drogués, on va juste échanger sur nos expériences communes, nous ce qu'on connaît sur la réduction des risques, eux ce qu'ils connaissent sur leur propre consommation, sur ce qu'ils ont vécu dans leur entourage, peut-être des OD ou autres, et on va adapter notre discours de réduction des risques à un environnement qui n'est pas forcément atteignable en temps normal, comme le disait ma collègue, car ils sont tous dans un train de vie inséré et pas forcément connu d'un CARUD ou de structures telles que l'Exapa ou Addictologie. Donc les cadres légaux. C'est dur parce qu'en fait, il y a pas mal de monde ici qui peut mieux en parler que nous. Donc j'ai juste mis ça, pour ceux qui ont envie de lire, vous pouvez les lire. Il en manque, j'en suis sûr. J'ai été pioché un petit peu sur Fédération Addiction. Concernant le CARUD avec toutes nos missions, notamment celle d'intervenir 2 jours comme de nuit en milieu festif, les missions qui sont, on va dire, facultatives, telles que rendre des comptes sur les produits rencontrés sur les milieux festifs ou dans la rue, et les lois qui encadrent la teuf, la fête, la free party. Donc alors, il y a plusieurs lois. On parlait de l'anniversaire de Joël. Il y a un monsieur qui s'appelle Yann Bissiou, donc vous pourrez trouver la petite vidéo sur Technoplus, qui fait un comparatif avec l'anniversaire de Joël. Je vais l'approprier, parce que passer une vidéo de conférence, déjà en passer une qu'on a montée nous-mêmes, c'est pas possible, alors on va l'approprier. L'anniversaire de Joël et une free party, la différence c'est quoi ? La différence c'est que, non, tout le monde va s'alcooliser peut-être, voire plus. Tout le monde va consommer, repartir chez soi dans un état pas possible ou dormir sur place. La différence, c'est juste le prétexte. Comme le disait tout à l'heure ma collègue, légalement, apparemment, il faut un prétexte pour faire la fête. Il faut aussi une autorisation de la préfecture. Il faut aussi prévenir des nuisances sonores pour le voisinage. Et il faut aussi respecter un nombre de personnes, c'est-à-dire pas plus de 500 personnes. Surestimation des forces de l'ordre présentes sur place. C'est-à-dire que s'ils voient 50 voitures et qu'ils estiment qu'il y a 500 personnes, ça remballe les sons. Ça remballe, ça prive le son, ça
ça embarque les murs de son, etc. Nous, en fin de compte, on peut pas intervenir légalement sur ce lieu. Par contre, on peut intervenir sur les milieux festifs, on peut intervenir dans la rue en allant vers les gens. Donc, en fin de compte, on se retrouve au bon moment, au bon endroit pour faire notre travail de réduction des risques. C'est ça notre mission, c'est en ça qu'on va réussir à atteindre un public invisible ou quasi invisible pour pouvoir mieux aider à réduire les risques de consommation, à réduire les mises en danger de toutes ces personnes-là. Et environnement aussi, parce qu'après, voilà, c'est un lieu aussi où il y a pas mal d'écologie. Les gens se baladent avec leurs sacs poubelles, pas tout le temps, mais à la fin, il y a du ramassage, ça laisse pas les lieux pourris en repartant. Donc voilà. On va vous proposer maintenant de faire un focus sur la Réunion, du coup, avec un petit état des lieux de ce que nous, on sait en 2017, suite à la prise de contact et aux différents échanges qu'on a pu avoir avec des organisateurs. On sait qu'il y a en moyenne une, voire peut-être deux, soirées festives chaque week-end, qui sont pas forcément légales, qui se font sur des terrains privés ou sur du terrain public, où on a différentes sortes de consommation. On sait aussi qu'il y a des événements tout à fait légaux, de manière mensuelle en fait, des événements, on va dire, des rendez-vous à date chaque mois qu'on va trouver dans des bars ou sur des bars de plage, des choses comme ça, donc avec via des associations, et puis les bars hébergent en fait les intervenants, donc sur de la musique électronique. Puis on a aussi plusieurs gros festivals annuels, voilà, déclarés en préfecture avec toutes les autorisations, etc., de musique électronique sur la Réunion. Et puis on a l'impression qu'ils s'en créent chaque année. Donc là-dedans, on sait que voilà, l'avantage de la Réunion, contrairement à la métropole où donc du coup le développement du milieu festif se fait aussi au gré de la météo. L'avantage de la Réunion, c'est que on peut faire ça à l'extérieur la plupart du temps. Et du coup, ça facilite pas mal les choses, et notamment pour tous ceux qui veulent faire ça de manière clandestine. Il suffit de trouver un endroit propice, éloigné des gens, et on y est, quoi. Et on a pas mal. Voilà. Et bien sûr, ce qui légitime avant tout notre présence, c'est donc les potentiels risques que prennent les gens avec des consommations de produits sur place qui voilà, sont pas toujours bien dosés ni bien mélangés. Les gens sont pas toujours au courant de ce qu'ils achètent, ils savent pas trop ce que ça va donner. Alors nous, on essaye de se tenir au courant de ce qui tourne, et puis on essaye de donner un maximum d'informations. On est passé au projet. Donc le projet, il a été initié en 2015 et c'est la première initiative du type en addictologie sur la Réunion sur ce format-là. L'idée, c'était de créer vraiment un pôle associatif qui intervient en milieu festif. Ça veut dire que tous nos services sont concernés. Il n'y a pas que le CARUD, les intervenants de rue. Tout le monde, sur autorisation de notre directeur et en fonction des horaires et des disponibilités, peut venir participer. Donc ça permet une sacrée pluridisciplinarité sur place, et ça permet vraiment d'avoir plein de regards différents portés sur l'événement et d'être très complémentaires. Donc ça c'est pour nous une richesse. L'idée, c'est que l'intervention, elle soit aussi modulable en fonction du type d'événement, donc officiel ou illégal, de grande ampleur ou de faible envergure. Est-ce qu'on installe un stand? Est-ce qu'on est juste à sac à dos et on se promène avec notre matériel à la rencontre des gens? Est-ce qu'on intervient que dans la nuit sur un morceau de la soirée? Est-ce qu'on intervient toute la nuit? Est-ce qu'on intervient le matin en sortie de soirée? Donc on a pas mal là-dessus de choses à développer qu'on n'a pas encore explorées. Qu'est-ce que il faut que je me dépêche, excusez-moi. On va accélérer un peu. Alors là, voilà une photo du matos de RDR qu'on distribue. Donc il y a l'équitivé, il y a des bouchons d'oreilles parce que les nuisances sonores c'est pas que pour les voisins. Se coller au mur, c'est aussi faire partie d'un public qui apprécie le son, mais à sa juste valeur. Peut-être avec des bouchons d'oreilles, c'est pas mal. Il y a un bon panel de flyers qui sont distribués ou pas. On en discute généralement, mais on peut aussi leur donner. On leur donne des roules tapailles pour sniffer proprement, éviter
éviter la propagation que chacun ait sa paille, évite la propagation du VHC ou autre. Des capotes, parce que c'est toujours utile. Voilà quelques photos des événements qui ont été faits, réalisés. Là, c'est les électropicales, entre autres. Les images de stand, des petits bonbons, parce que des fois, ça fait du bien de manger un petit peu de sucre, de l'eau, surtout à profusion, parce que des fois, ça fait du bien de faire une petite pause. Là, c'était ma fat. Donc, les limites et les moyens. On en arrive donc à la fin de l'expérimentation. Donc aujourd'hui, en 2017, on a fait un an et demi un peu plus d'un an et demi de tour d'horizon à être actif. Et alors, on rencontre plusieurs limites. Forcément, les moyens financiers, c'est la première limite, c'est-à-dire que on a des interventions en plus de notre travail quotidien, c'est pas notre mission principale, même si ça fait partie de nos missions. On a du matériel qui est dispensé, qui est distribué en plus de celui qu'on prévoit sur nos différents établissements. Donc ça veut dire que sur des gros événements où on a du débit à 2000, 3000 personnes à la jauge par soirée, sur 4 soirées, autant dire que tout notre matériel de l'année il y passe. Donc pour l'instant, on est limité là-dessus aussi parce qu'on n'a pas forcément les budgets pour aller plus loin. À ce niveau-là, les moyens humains parce que étant donné qu'on a d'autres missions sur d'autres plages horaires, il faut de la disponibilité, il faut récupérer ces heures-là. Après aussi, donc ça veut dire plus être sur notre mission première et que voilà, tout le monde n'est pas toujours disponible pour prévoir. Il faut être très réactif, surtout sur les événements illégaux, ça veut dire la dernière minute, etc. Donc on peut pas forcément toujours tout aménager pour que ça colle bien. Donc on a des limites là aussi. Moi, j'ai rencontré pas mal de murs sur les représentations qu'on peut se faire de nos interventions. Quand je suis allée rencontrer des organisateurs d'événements très officiels qui m'ont soutenu que de toute façon, ça les concernait pas, qu'il n'y avait pas de drogue, pas de consommation de drogue sur leur festival. Ils distribuent de l'alcool, hein, bien sûr, mais voilà. Mais pas de consommation de drogue chez eux. Et puis que notre présence risquait de les associer à de potentielles représailles de la police ou un intérêt... on risquerait en fait d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a peut-être de la drogue et dans ce cas-là qui serait embêté au niveau donc des représentants de la loi. Donc ça, il faut le travailler, ça prend du temps, il faut aussi se faire une réputation, il faut aussi bien comprendre quels sont nos objectifs et qui sont pas du tout ni d'embêter les festivaliers en leur faisant la morale, ni d'attirer l'attention de la loi sur les organisateurs. Mais voilà, ça se travaille. Et pour finir, les outils. Parce que du coup il y a plein de possibilités qu'on peut explorer et que pour l'instant sans moyens on ne peut pas explorer. Non. Attendez, il en reste encore. Voilà. Donc là c'est les perspectives. Donc la vidéo normalement elle montrait, c'est une vidéo de 2003 qui montrait du testing avec Médecins du Monde sur une free party en métropole. Demain la légalisation c'est demain ou tipa mais vite. Moi j'ai envie de dire demain faudrait que ça soit maintenant parce qu'en fait c'était déjà hier. Juste le fait d'avoir du testing en 2003 en métropole et de plus en avoir aujourd'hui sur les teufs, c'est un peu compliqué. Le fait de faire partie d'un établissement médico-social et de pas pouvoir pratiquer du testing des produits pour éviter aux gens de prendre n'importe quoi, pour les soutenir dans le fait de pas prendre n'importe quoi, ça serait juste magnifique. En attendant, il y a les narco-checks qui sont accessibles. Il y a avant Synthes, avant Trend, un terme plus facile, il y a les narco-checks. L'idée c'est aussi un peu à un moment donné de pouvoir s'étendre sur tout le rayon ouest, étendre nos interventions, de faire quelque chose de plus grand, donc d'avoir au-delà des limites, étendre ces interventions à plus d'interventions avec plus de personnel, l'idée de se former pour pouvoir former des bénévoles et pourquoi pas passer par tapage, je sais pas, une idée. Former, l'idée aussi d'œuvrer à un label santé tous ensemble, d'écrire une charte peut-être ou pas pour un peu pas copier mais s'inspirer des fondateurs tels que Technoplus qui ont mis en ligne leur charte. Et pourquoi pas envisager un maillage partenarial pour intervenir sanitairement et en termes de réduction des risques sur les lieux. À voir.
tout ça, c'est des hypothèses d'action, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place si on avait moins de limites, plus de moyens, et qui, à notre sens, prend tout son sens sur un territoire tel que La Réunion. Merci, et juste pour info, il y a des sources avec les documentaires qui ont été mises en vidéo montage que vous pouvez regarder en entier, qui se retrouvent sur YouTube. Vous en tapez un, et généralement il y en a pas mal. Voici ce soir. Merci de cette présentation. Vous pouvez les applaudir. Merci de cette présentation et de cette expérimentation qui a été menée donc au niveau du réseau T sur La Réunion. Alors vous l'avez bien compris, une mission nouvelle, enfin en tout cas si on décide de changer de paradigme de manière un peu plus évidente et si on décide de promouvoir de manière première la réduction des risques par rapport à la répression, il faudrait peut-être effectivement que ces nouvelles missions aient des lignes budgétaires dédiées et qu'on puisse, en termes de matériel, en termes de personnel, accompagner en vue d'une pérennisation ce type de dispositif. Alors, on passe de La Réunion peut-être à Mayotte avec Monsieur Touré qui nous fait la gentillesse de représenter Monsieur le sous-préfet de Mayotte, malheureusement indisponible, et qui est chargé de mission auprès de Monsieur le sous-préfet, et qui va nous faire peut-être un petit état des lieux des bonnes idées, des bonnes pratiques, des choses qui fonctionnent ou qui ne demandent qu'à fonctionner à Mayotte. Effectivement, merci beaucoup. Brigade Touré, chargé de mission 1000 DK à la préfecture de Mayotte. Donc effectivement, le sous-préfet n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors néanmoins, je suis à la tête d'une délégation d'une dizaine d'acteurs mahorais qui est venu ici à La Réunion, alors associatifs, institutionnels, fonctionnaires, bénévoles. Effectivement, chaque année, on se retrouve donc à La Réunion. L'objectif pour nous, c'est déjà de voir qu'est-ce qui existe en termes de dispositifs, de structures à La Réunion, qu'on pourrait justement décliner, transposer ensuite sur Mayotte. Donc bon, ça a toujours un petit côté frustrant, parce que quand on voit tout ce qui est en place à La Réunion, ça nous rappelle le peu d'éléments qui peut exister sur Mayotte. Néanmoins, on a surtout, en tout cas, axé la priorité de notre action sur tout ce qui est prévention, sensibilisation, puisque je vous rappelle, 50% de notre population à Mayotte a moins de 18 ans. Donc l'idée pour nous, c'est surtout de retarder et de prévenir les premières consommations. Donc à ce niveau-là, alors au niveau de l'appel à projet 1000 KRS, chaque année, nous soutenons surtout les associations et les communes qui montent des projets de prévention dans ce domaine. Alors à ce titre, je voulais justement profiter de cette intervention ce matin pour vous présenter alors l'action que nous soutenons, qui nous semble innovante, du CCAS de Dzaoudzi l'abattoir sur l'une des communes de Mayotte. Alors effectivement, on est sur un réseau assez en constructuration au niveau de nos CCAS sur Mayotte. Donc celui de Dzaoudzi a notamment mis en place en fait un projet de prévention des addictions sur 3 ans que l'on accompagne, qui a commencé donc en fait fin 2016. Alors pour nous, comme on est sur une politique qui est vraiment en cours de structuration à Mayotte, on a déjà besoin à chaque fois d'informations sur quels sont les territoires, quels sont les quartiers, quels sont les publics qui sont aussi concernés par les addictions. On est en manque d'informations là-dessus. Donc c'est vrai que la première étape qu'on avait financée fin 2016 sur le CCAS, déjà, de repérer dans chacun des quartiers et des zones de cette commune quels étaient justement les groupes un peu vulnérables qui peuvent être concernés par les addictions. Donc c'est vrai qu'à la suite de cette première phase, notre CCAS l'avait établi, repéré en tout cas 13 groupes répartis dans différents quartiers de la commune, avec justement une typologie précise qui avait été formalisée à travers l'âge, à travers le type d'addiction, le type de violence qui peut être concerné par ces groupes de jeunes, que ce soit l'alcool, le cigarette, la drogue, ou même après des thématiques plus liées à la délinquance, comme le combat de chiens, le vol. Donc sur la base de cette typologie, le CCAS, à travers les agents éducateurs spécialisés et autres médiateurs, a ensuite essayé de repérer au sein de chacun de ces groupes quels étaient finalement à la fois les leaders de ces groupes-là, et également les personnes qui pourraient être volontaires, qu'on pourrait ensuite ramener pour des actions de prévention. Donc là, justement, c'est l'objet de la deuxième phase qu'on a financée après en 2017, à travers en fait le montage d'ateliers de prévention. Donc finalement, sur la base des 13 groupes que nous avions fléchés, que le CCAS avait repéré, le CCAS s'est reposé en fait sur tout un réseau d'associations, que ce soit dans le domaine de la musique, du sport, de l'insertion ou même tout ce qui est plutôt danse, slam, poésie,
pour essayer, à travers la création artistique, sur les groupes de volontaires, d'essayer de produire justement des supports de prévention qui soient justement liés aux addictions. Donc toujours se baser sur la production artistique pour justement attirer les jeunes volontaires et ensuite faire passer le message de prévention. Donc là, c'était tout l'objet en fait de 2017 à travers ces créations artistiques. Et l'objectif pour nous, c'est justement 2018 de soutenir ensuite la troisième phase qui sera la présentation en tant que telle des supports de prévention qui ont été faits par les jeunes eux-mêmes et ensuite justement de les valoriser. Et l'objectif, c'est vraiment que les jeunes qui étaient acteurs de cette prévention puissent ensuite porter, disons, le message de prévention auprès de leurs pairs et des autres jeunes de la commune. Donc pour nous, c'est vrai que c'était vraiment une action qui nous tient à cœur dans la mesure où elle est à la fois durable. C'est pas uniquement une action coup de poing avec une journée prévention qui dure une journée de l'année, mais une action qui dure à la fois sur plusieurs années, qui se base sur des quartiers, donc vraiment une approche aussi territorialisée, qui permet à la fois de repérer les jeunes et d'en amener certains justement vers le message de prévention pour qu'ils puissent se l'approprier. Donc voilà, on l'a fait sur le C16 de Dzaoudzi, on va essayer après de le dupliquer sur d'autres communes, où là aussi on a des problématiques de violence sur d'autres territoires. Il y avait une deuxième action que je voulais aussi vous présenter aujourd'hui, parce que comme je vous le disais, on est sur une politique qui est quand même jeune à Mayotte en la matière, et il nous manque effectivement beaucoup d'outils et de supports de prévention. On a vu par exemple il y a 2 jours la brigade de prévention de la délinquance juvénile ici à La Réunion. On était assez frappés de voir tous les supports qui peuvent exister en termes d'affiches, de films, les Olympiades. Chaque année, ils organisent aussi des actions de ce type. Pour nous, à Mayotte, comme on est sur une politique naissante, on a essayé aussi de voir à travers des associations quelles pouvaient être les actions qu'on pouvait porter pour justement développer ces supports un peu de prévention sur lesquels on puisse s'appuyer par la suite. Donc là, c'était l'objet du concours que l'on a financé, organisé par l'IREPS de Mayotte, qui consistait justement à travers les établissements scolaires ou différentes structures d'animation dans les communes, d'inciter justement les jeunes à créer des outils de prévention. Donc à travers 3 thématiques qu'on avait proposées, à la fois création de dessins, création de films et création de textes, poésie, slam. Donc effectivement, en 2017, à début de l'année, on a sélectionné effectivement 3 types de production. Et l'objectif pour nous, ça sera l'objet cette fin d'année pour l'an prochain, c'est ensuite de voir comment on peut valoriser ensuite ces productions, faire de la reproduction pour ensuite la diffuser dans les milieux festifs, scolaires. Et également, là aussi, c'est comment remobiliser les jeunes qui ont fait ces supports de prévention pour qu'ils puissent eux-mêmes porter le message auprès des autres publics scolaires, de manière à ce que vraiment le message de sensibilisation soit porté par les jeunes eux-mêmes pour qu'il y ait un impact plus fort. Donc voilà, c'était surtout les 2 actions que je voulais vous évoquer ce matin. Effectivement, sur la partie chimique, ce sera peut-être plus l'objet de la table ronde de cet après-midi sur laquelle on reviendra. Merci donc pour cet exposé qui permet effectivement de voir comment Mayotte a fait le choix effectivement d'axer sur la prévention, une prévention par les pairs et pour les pairs, si je puis dire, en tout cas d'une sensibilisation la plus précoce possible. Effectivement, je pense que la chimique trouvera place cet après-midi au titre d'une question de coopération régionale, puisque c'est une question qui visiblement est revenue dans nombre d'interventions à La Réunion et dans la zone océan Indien. Alors sans transition, après c'est finalement ces initiatives, ces pratiques qui pour l'instant n'ont pas coûté beaucoup, mais qui pourraient coûter beaucoup si on décidait de les pérenniser. Voyons un petit peu du côté du droit, de la législation, ce que l'on pourrait essayer de faire évoluer, à la fois au titre du droit pénal, de la procédure pénale également. On a évoqué, en préparant un peu ces travaux, cette idée peut-être d'un droit à l'oubli, qui est pourquoi pas reconnu en matière médicale et qui devrait peut-être aussi pouvoir exister, qu'on ne soit pas à vie fiché j'ai été consommateur quelquefois dans ma vie. Donc voilà, peut-être un droit à l'oubli, peut-être des juridictions plus spécialisées. Peut-être vous voulez nous en dire un mot, Xavier, de bonne aventure. Avec plaisir, merci beaucoup Cathy. Je vais parvenir sur l'excellent exposé de Renaud ce matin sur la loi de 17 pardon, je suis désolé, mais de 1970. Simplement, il y a quand même un point qui me tient à cœur concernant l'application
des peines. On parle beaucoup de la peine elle-même et on oublie les conséquences de cette peine, et notamment la conséquence en termes d'insertion professionnelle de la personne condamnée ensuite, que peut avoir l'inscription sur le casier judiciaire de la condamnation. Alors, le fonctionnement du casier judiciaire, c'est un peu technique, puisqu'en réalité, il y a 3 bulletins au casier judiciaire. Le bulletin numéro 1 qui n'est accessible qu'aux magistrats et qui comprend l'ensemble des condamnations. Le bulletin numéro 2 qui est le bulletin qui est en réalité accessible aux administrations ou à quelques entreprises privées, notamment les entreprises qui travaillent dans le domaine de la sécurité, et qui comprend également quasiment l'ensemble des condamnations, mais ces condamnations s'effacent au bout d'un délai, mais le délai est assez long en réalité pour des condamnations correctionnelles. Et le bulletin numéro 3 qui contient moins de condamnations et qui est le bulletin que vous pouvez demander quotidiennement. L'inscription de la peine au bulletin numéro 2 pour des consommateurs ou des petits dealers est quand même une mesure qui est extrêmement pénalisante, parce qu'elle a de manière très concrète pour effet d'empêcher un certain nombre de ces consommateurs d'accéder par exemple à des emplois publics, de passer un certain nombre de concours, d'accéder à certaines professions réglementées. En fait, c'est un obstacle majeur, à mon sens, dans leur insertion professionnelle. Je crois que cet obstacle est, à mon avis, va totalement à l'encontre de l'objectif de prévention qui est affiché, et je pense que c'est même, à mon sens, totalement contre-productif. Donc je pense que dans ce domaine-là, il faut, à mon avis, privilégier des solutions qui sont plus innovantes. Je pense qu'un dispositif sur lequel on pourrait réfléchir, et à mon sens, on a un vrai levier d'action avec la réforme actuelle de la procédure pénale qui va être présentée au Parlement à partir d'avril prochain. On pourrait réfléchir donc à un dispositif, à mon avis, moins contraignant en termes d'inscription au casier judiciaire pour ce type d'infraction addictive, avec une peine par exemple qui pourrait ne pas être considérée comme étant valide si la personne applique ses condamnations, auquel cas on considérait dans ce cas-là que la condamnation a effectivement jamais été prononcée, et cela aboutirait à l'effacement complet de cette condamnation sur les 3 bulletins du casier judiciaire, le bulletin numéro 1, le bulletin numéro 2 ou le bulletin numéro 3. C'est un dispositif qui me tient à cœur parce que je suis convaincu, si vous voulez, que au-delà de l'opprobre même du fait de comparaître devant un tribunal, on ne peut pas en même temps défendre l'idée d'une prévention des risques, l'idée d'une réinsertion, et en même temps faire peser sur des personnes parfois extrêmement jeunes des dispositifs qui sont particulièrement contraignants professionnellement parlant. Le deuxième dispositif que je souhaiterais défendre, alors on a parlé un peu hier de l'expérimentation de Bobigny, et notamment de chambres spécialisées, enfin de dispositifs, c'est pas vraiment une chambre spécialisée, mais de dispositifs expérimental sur la question de juridiction un peu spécialisée dans la question des drogues. Je pense que c'est un dispositif sur lequel on n'a pas tout essayé. Bobigny, c'était probablement pas le tribunal de grande instance le plus adapté, c'est un tribunal de grande instance absolument énorme. Le TGI de Bobigny juge un nombre d'affaires considérable, et on a souvent des procureurs, et j'ai fait un stage moi-même à Bobigny, qui doivent traiter les dossiers dans un temps très très rapide. Donc à mon avis, ce contexte ne facilitait pas forcément, au-delà peut-être de difficultés administratives, l'expérimentation de ce dispositif à Bobigny. Moi, je crois beaucoup quand même à ce dispositif, et je crois beaucoup à une approche qui permette d'associer le monde de la prévention, les acteurs associatifs, les psychiatres et les psychologues, les addictologues, et en même temps les magistrats, parce que je pense que c'est ce qui permet un dispositif efficace. Et pour ça, à mon avis, il faudrait peut-être revoir le fonctionnement institutionnel des parquets, avec notamment peut-être des sections au sein des parquets véritablement spécialisées dans la lutte contre la question des addictions, et notamment éviter que cette question des addictions soit traitée par des procureurs de permanence dans le cadre du traitement en temps réel de la délinquance. Si vous voulez, ça conduit nécessairement à une logique de forfaitarisation de la décision de classement ou non des poursuites et de recours aux mesures alternatives. Et puis peut-être probablement aussi avoir des chambres qui soient vraiment spécialisées effectivement sur la question des addictions et qui permettent une meilleure association de l'ensemble des acteurs. Ça, c'est un deuxième point qui me
tient à cœur. Je pense qu'il faut qu'on aille peut-être même un peu plus loin que ce qui avait été tenté à Bobigny. On peut notamment s'inspirer du modèle des drogues courtes canadiennes. Et je crois que c'est vraiment un axe sur lequel il faut qu'on travaille. J'ai pas de dispositif miracle, hein. De toute façon, ça ne peut passer que par des expérimentations. Et qui dit expérimentation dit forcément au début temps d'adaptation, donc dit forcément peut-être quelques erreurs au début, quelques échecs au début. Mais je pense que c'est vraiment vers ce type de pratique pénale qu'il faut que l'on évolue. Merci. Alors, vous l'avez compris, cette possibilité d'avoir un casier judiciaire qui s'effacerait à partir du moment où la personne entre dans un dispositif à partir du moment où elle entre dans un dispositif de prise en charge de sa question d'addiction, essaye de se soigner, essaye d'aller de l'avant, pourrait être une piste. Effectivement, l'autre piste, c'est sur des juridictions un peu spécialisées, ou en tout cas des interlocuteurs spécialisés, qui seraient donc peut-être le fruit d'une certaine collégialité et d'un échevinage, c'est-à-dire pas que des juristes professionnels, mais également des spécialistes de la question de l'addiction au sens plus large. Ces propositions sont intéressantes, mais elles s'inscrivent dans une hypothèse, l'hypothèse où nous garderions le droit pénal comme solution, ou en tout cas comme solution première en matière de consommation et donc d'usage et pour pas de trafic de stupéfiants. On peut aussi aller vers une réflexion qui tend à peut-être aller vers une contraventionnalisation, voire une dépénalisation. Donc contraventionnalisation, transformation d'un délit en contravention, dépénalisation, suppression de toute sanction pénale potentiellement. Et là-dessus, je pense que Renaud a un petit peu réfléchi, et donc je lui cède la parole pour nous donner quelques éléments. Merci Cathy. Merci Xavier. Très brièvement sur ce sujet. En fait, c'est un terrain assez glissant parce que l'idée d'une contraventionnalisation de l'usage de stupéfiants, c'est-à-dire la transformation du délit correctionnel en une simple contravention, est susceptible d'interprétations extrêmement variées. Alors parce que ça peut prendre des formes très diverses, l'idée plaît à la fois aux gens qui estiment qu'il faut sanctionner plus et plus systématiquement, la contraventionnalisation permettant de ne pas s'encombrer d'une individualisation de la sanction pénale et au contraire d'être dans une logique de répression systématique, et ça plaît aussi aux partisans d'une légalisation qui y voit une première étape et vers la légalisation et une désescalade pénale. Alors il y a des projets en ce moment dans les tuyaux, mais c'est très difficile de savoir ce qui va en sortir. Le ministre de l'Intérieur évoquait une contraventionnalisation au mois de juillet, mais la commission parlementaire qui a été créée planche en ce moment sur une hypothèse de forfaitisation délictuelle, ce qui serait à mon avis la pire des solutions, puisqu'on est dans une situation où on systématise la sanction, mais on garde le délit correctionnel et on garde d'ailleurs l'inscription au casier. Donc on perd la possibilité d'individualiser la sanction et on abandonne toute idée d'ajustement sanitaire et ce qui pose problème, c'est de savoir quelle est la philosophie de la réforme et quelle est la fonction du droit de la drogue dans une politique de justice et de santé publique. Est-ce que c'est une politique qui a vocation à résoudre les problèmes d'addiction et à s'approprier les problématiques de l'usage, ou est-ce qu'au contraire c'est une politique qui vise à traiter les autres problèmes, à savoir les problèmes d'engorgement du système judiciaire, à savoir les problèmes de manque de disponibilité des forces de police. Et jusqu'à maintenant, il me semble que, bien qu'on soit dans des effets d'annonce sur l'existence de politiques de lutte contre la toxicomanie, très souvent, ce sont des politiques qui sont instrumentalisées à d'autres fins. Alors, on va voir ce que ça donne, effectivement, ces projets, et je pense que la mission parlementaire devrait rendre ces décisions prochainement, mais j'étais sensible aux propositions de Xavier qui me semblent de très bonnes idées, mais ça nécessiterait, pour aller dans cette direction, qu'on prenne la lutte contre les addictions au sérieux dans le champ de la justice, et je ne suis pas sûr en fait qu'on prenne cela vraiment au sérieux. Ça sert d'autres finalités. Peut-être, merci. Peut-être susciter
les remarques, les réflexions, la réaction de Jean-Pierre Coutronc sur ces diverses propositions qui, on l'a vu, sont de niveaux différents. Il y a des bonnes pratiques qu'il s'agit de soutenir, il y a des possibilités d'aménagement de la législation, il y a des petites révolutions, mais qu'il faudrait faire correctement et pas à moitié, au risque de ne rien faire. Peut-être quelques réactions pour clôturer cette table ronde. Alors, pour clôturer en restant dans le cadre, je dirais que moi, ce que j'entends à travers la partie à ma droite et la partie à ma gauche des interventions, sans vouloir jouer celui qui fait l'équilibre au centre, c'est deux choses. D'abord, effectivement, et c'est le cœur de l'argument de ce colloque, c'est quelle est la fonction du droit dans la régulation des addictions. On sort peut-être, ou en tout cas, on est encore dans une culture où le droit devait prohiber l'usage et inciter aux soins. Voilà, on était dans une espèce de chose très mécanique. Hein. Il devait contribuer à la prohibition absolue et repousser plus ou moins, avec plus ou moins de bienveillance selon les époques, vers le soin ou vers la prévention. Et on a vu apparaître, je rends hommage, je partage leur contrariété, puisque on aura été deux à avoir été trahis par la technique. Donc, mais voilà, ça fait partie du jeu, il en faut toujours, hein, ça fait partie des colloques, c'est un bizutage, vous l'auriez eu plus jeune que moi, mais ça arrive. On voit apparaître dans la culture des acteurs du soin, c'est tout ce qui a été rappelé depuis le début de ce colloque autour de l'arrivée de la RDR, une autre logique qui est d'aller au plus près des personnes le plus tôt possible, avant même de constater le délit d'usage ou toutes les problématiques autour des usages, pour leur proposer un certain nombre d'actions, et notamment au milieu festif, mais on aurait pu le prendre aussi dans le monde du travail, on aurait pu le prendre dans tas d'autres domaines, où on essaye maintenant, non pas d'attendre le constat du délit, mais d'aller vers et de rencontrer les personnes. Et donc on voit, à ce moment-là, apparaître des outils qui sont en contradiction avec la pénalisation de l'usage. C'est ce qui est arrivé au testing, et je voudrais quand même rappeler que la dernière loi de santé de 2014 va rendre possible l'analyse de produits sur des modes, voilà, et qu'on devrait petit à petit arriver à repartir sur cette dimension-là. Donc on a là un vrai premier débat à partager entre nous, hein, qui est est-ce qu'on continue sur cet ancien modèle ou est-ce qu'on accentue sur le nouveau modèle? Ça se retrouve à un deuxième niveau que Renaud donnait aujourd'hui en ouverture et que tu as rappelé avec des compléments, qui est OK pour rencontrer le plus tôt possible, avant même, mais la deuxième, pour les personnes dont on a constaté l'état de maladie, comment on accompagne? Et là encore, on a une divergence de temporalité qui est celle du magistrat qui dit maintenant vous arrêtez, il n'y a pas le choix, et celle du thérapeute qui dit je vous accompagne vers un éventuel mieux, qui peut aller jusqu'à l'arrêt, parce qu'on n'a pas jeté le modèle de l'abstinence par principe, au contraire, si des personnes peuvent être abstinentes, pourquoi pas, mais qui ne fait pas de l'abstinence la seule issue possible et le seul modèle thérapeutique. Et du coup, qui demande qu'un certain nombre d'étapes intermédiaires soient autorisées. Hein. Et par exemple, je voudrais rappeler pour Bobigny, moi je suis au comité de pilotage, je vais faire petite, voilà. Enfin, en fait, Bobigny n'existe plus, c'est terminé. C'est une expérience qui va être suspendue. Mais le but de Bobigny n'était pas de rendre la personne abstinente, c'était d'éviter la récidive d'un comportement délictueux lié à l'usage de stupéfiants. C'est-à-dire que si la personne, pour le dire crûment, continuait de boire parce qu'elle avait besoin de plus de temps pour être abstinente, ce qui était important, c'est qu'elle ne conduise plus ou que les actes de violence associés à sa consommation d'alcool ne soient plus sous des états de récidive. Voilà, hein. Donc on essayait de construire des programmes qui permettent de dissocier ça. Donc pour moi, voilà, je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes et qui sont pointées là-dedans, qui est l'instant de la rencontre et les outils de l'accompagnement. Et là-dessus, il y a entre la culture juridique et la culture sanitaire un ajustement à faire, et je trouve vraiment, pour avoir participé récemment à 2 colloques, un où on était à Rennes, alors il se trouve qu'ils viennent d'avoir lieu à une semaine d'écart, je ne sais pas si vous étiez donné l'information entre vos collègues de Rennes, mais ces 2 colloques ont été portés par des facultés de droit, et c'est quand même très significatif, et c'est passionnant de voir que ces questions-là sont en train de ressortir, et donc je dirais que
du coup, sinon, on va se retrouver, ce sera ma conclusion, sur des exemples, je cherche le docteur Youssouf qui l'avait développé, absurdes, comme celle qui était évoquée à propos de Mayotte, où on va aller chercher une drogue chimique 10 fois plus dangereuse, parce que on ne peut pas accompagner sur une drogue dont on ne nie pas la dangerosité, mais dont dans l'échelle des risques, on voit bien la marge de manœuvre et la marge de pilotage qu'elle nous laisserait. Donc, sur ce plan-là, moi, je n'ai pas de solution. On va attendre les projets de loi qui sont en cours. On va attendre, c'est très français de vous dire ça, on est dans l'ouverture d'un nouveau plan gouvernemental de lutte contre les addictions. Donc les enjeux vont être, est-ce qu'on arrivera à pousser ces innovations du côté du soin et à faire entendre que pour qu'elles existent, on a besoin de dépoussiérer le cadre juridique, ou est-ce qu'on nous réimposera un cadre juridique et en demandant aux soins de venir se cacher à l'intérieur de ce cadre juridique? Tout l'enjeu, il est là, mais ça c'est un enjeu de politique au sens noble du terme, de politique citoyenne et de politique sanitaire, et il faudra le porter peut-être aussi sur ce terrain-là.